Bonjour Damien Rich. Bonjour Anne-Constance. Vous avez accepté notre invitation. Merci d'être sur le plateau. Vous dirigez les différentes structures de Vinci à Mayotte depuis plusieurs années maintenant. Vinci, c'est qui? Alors Vinci, pour nous. Oui, Vinci c'est qui? Donc Vinci, je ne parlerai pas du groupe au niveau national et international, mais ici à Mayotte, Vinci, c'est d'abord Sogea. Dans l'histoire de la présence du groupe sur le territoire depuis 1977 maintenant, donc 45 ans cette année, et puis au fil de l'histoire, d'autres activités se sont ajoutées avec SMTPC, avec la SMAE, avec SMA et avec la dernière née qui s'appelle Ocidim Mayotte. Alors SMA, c'est Société Mahoraise d'assainissement qu'on ne connaît pas encore beaucoup, et Ocidim, on ne connaît presque pas du tout. Voilà, alors Ocidim, c'est une structure un peu nouvelle au travers de laquelle nous réalisons du développement immobilier au service du territoire et du développement d'un certain nombre de projets et dans l'objectif de faire construire ces opérations par nos sociétés de travaux, en particulier Sogea et SMTPC, et avec l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent sur ces projets. Alors, on va parler justement chantier, travaux, vous en menez beaucoup, notamment celui du Caribus, qui va quand même changer la vie de beaucoup d'habitants et de Mamoudzou et plus largement de Mayotte. Comment on construit un tel ouvrage à Mayotte sans perturber plus encore les usagers, en respectant un cahier des charges, sous 45 degrés, avec des pénuries permanentes? Comment vous faites? Bonne question, l'équation est parfois compliquée, mais je dirais que la complémentarité des métiers de nos entreprises nous permet déjà de l'appréhender, et surtout la première richesse de nos entreprises, c'est les collaborateurs. Ça, c'est le premier point, et donc effectivement, si je reviens sur le dossier de Caribus, donc le Caribus, comme il a déjà été dit, c'est la première tranche de travaux qui a été lancée, qui concerne essentiellement deux zones dans un premier temps. Une zone qui nous concerne plus particulièrement et sur laquelle on intervient, qui est la zone qui se situe entre le rond-point du Baobab et l'extrémité de Passamenti, le rond-point qui se trouve juste avant la station Total. Donc sur ce tronçon, on y réalise grosso modo deux types de travaux assez différents. Les travaux de VRD, VRD c'est voirie réseau divers, donc en gros on crée une voie dédiée pour ce bus et un certain nombre de réseaux, soit associés au projet, soit qui viennent renforcer les capacités du territoire. Je pense au réseau d'eau, je pense au réseau d'assainissement, puisque au-delà de Caribus et au-delà du projet de transport en lui-même, ce projet intègre un certain nombre de travaux qui permettent également de renforcer les réseaux qui se trouvent sur ce tronçon. Donc ça, c'est la partie... Parce qu'il ne faut pas oublier que sur le terre-plein de l'ADEAL, le terre-plein de Sapéré, il y aura une zone d'activité à moyen terme. Alors, il y a plusieurs projets, on entend beaucoup de choses, mais effectivement, il y aura de l'aménagement à terme. Donc nous, on en a profité pour faire un peu place nette et s'y installer au cœur de cette zone de travaux. Vous parliez des conditions de travail et de l'organisation générale du chantier. C'est ce qu'on appelle, en termes de travaux, la base vie, c'est-à-dire le point central sur lequel l'ensemble du personnel se regroupe pour se changer, pour se doucher, pour déjeuner, pour se reposer. Pour faire une pause, exactement, tout à fait. Et également une zone où on entrepose les éléments constituant le chantier. Vous voyez des stocks de tuyaux, vous voyez un certain nombre de matériaux. Et là, ça rejoint l'autre dimension qui est celle de l'organisation, avec la nécessité d'anticiper, puisque ces matériaux, naturellement, viennent de l'extérieur, et avec les perturbations qu'on connaît sur, non seulement la conjoncture mondiale, mais aussi les problématiques de fret et d'allongement des délais d'acheminement. Il a fallu quasiment, dès la notification du marché en fin d'année 2021, lancer un certain nombre de commandes qui nous permettent aujourd'hui d'avoir ce qu'il faut et de pouvoir être globalement dans les délais de ce tronçon. Alors la police nationale qui gère la sécurité dans cette zone où vous réalisez les travaux a dit à plusieurs reprises que certains des produits que vous utilisiez, enfin de la matière première que vous utilisiez, servaient de temps à autre à caillasser et à faire des barrages. Notamment les morceaux de tuyaux, en tout cas un certain nombre de matériaux. Comment est-ce que vous avez perdu combien en fait de matières premières par ces vols? On a
pas forcément énorme, enfin je partage pas forcément l'analyse, déjà parce que quand vous passez à côté, vous verrez qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont peu manutentionnables compte tenu de leur dimension. On a quand même des réseaux qui sont de diamètre 50 cm, donc, et puis sur des longueurs importantes qui ne sont pas transportables à la main. Donc il y a certainement dans le lot, oui, un peu de fauche et un peu d'éléments qui disparaissent. Le site est naturellement gardienné, on travaille aussi en collaboration avec les forces de l'ordre, mais je n'ai pas le sentiment que ce soit la problématique principale du sujet. Alors, autre question. Pour l'instant, là où vous êtes à côté de la route, donc vous pouvez travailler tranquillement sans perturber les voitures, mais les travaux peuvent faire du bruit, occasionnent de la poussière. Quel est votre niveau d'échange avec les riverains ? Qui subissent directement les effets et on dit les nuisances. C'est vrai, c'est vrai. Sur notre tronçon, donc après, tout ça est coordonné dans le cadre des travaux. Hein. La CADEMA est impliquée, le groupement Narendré au travers de Transamo également, et les entreprises. Et donc les actions sont menées en concertation avec justement les riverains, puisqu'il y a aussi des suggestions, je ne vais pas dire des problématiques, mais des problématiques de déplacement d'un certain nombre de personnes qui se trouvent sur le trajet. On n'a pas trop sur notre trajet de problématiques foncières, puisque l'essentiel du foncier est maîtrisé, mais il y a quand même quelques sujets de déplacement. Typiquement la mosquée qui se trouve à Passamenti, où il y a une reconstruction du bloc sanitaire pour pouvoir démolir celui qui existe et continuer et poursuivre la pose des réseaux. Donc tout ça se fait en concertation, ce n'est pas que l'entreprise ou que le maître d'ouvrage ou que le maître d'œuvre, c'est vraiment un travail collectif d'interface. Donc comme vous le dites, sur notre tronçon, on est globalement essentiellement en dehors du flux de la circulation. Les gens peuvent voir l'avancée des travaux sur le côté. Il va y avoir une phase qui a été annoncée d'ailleurs de basculement de la circulation sur la nouvelle voie créée pour pouvoir intervenir sur l'ancienne. Pourquoi ? Alors, parce qu'on y fait des travaux de traversée de réseau et de pose de réseau également, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, pas directement liés au sujet des bus, mais qui, enfin je veux dire, le projet Caribus profite, je dirais, des travaux qui se font dans la zone, puisque c'est régulièrement la critique qui est faite compte tenu de la multiplicité des acteurs, de dire on vient de faire la route et puis un mois après, il y a des gens qui viennent refaire un trou dedans pour passer un réseau, ils n'auraient pas pu tout faire en même temps. C'est justement l'objet du projet, d'appréhender au mieux l'ensemble des travaux à effectuer sur la zone, pour pouvoir essayer de ne pas y revenir, en tout cas pas tout de suite. Et donc il y a deux sujets qui vont être faits. Un, passer des réseaux sur la route actuelle, la transformer, l'élargir par endroits, mais également modifier l'ensemble des ronds-points que l'on connaît aujourd'hui, qui vont à terme devenir des carrefours à feu, qui permettront aux bus de poursuivre leur voie, puisque l'intérêt de ce transport, c'est bien d'avoir quelque chose qui soit fluide et qui ne soit pas assujetti aux embouteillages que l'on connaît actuellement. Et pour que ça fonctionne, il faut être en capacité à un moment donné de stopper les voitures pour permettre justement à ce transport d'être prioritaire. Donc ça va changer complètement la physionomie de notre manière de rouler. De votre expérience, parce que je pense que Vincy n'est pas à son premier carrefour, n'est-ce pas ? Remplacer en métropole, on remplace plutôt les feux rouges par des ronds-points. Alors ça dépasse, je dirais, notre rôle de constructeur. C'est un choix d'aménagement qui est fait et qui est appréhendé par les professionnels du transport. Donc j'ai pas beaucoup d'avis sur la question et sur le cas particulier de Mayotte. C'est vrai que ça va transformer, puisque le seul feu qu'on connaît, c'est celui de la barge. Hein, qui est très très utile. Voilà, mais c'est le seul du territoire. Oui. Donc là, effectivement, les carrefours vont, enfin les feux tricolores vont se multiplier au niveau des carrefours. Ça va être un changement pour le mode de vie et le mode de circulation des Mahorais et des Mahorais. À quel moment on va pouvoir, à quel moment vous allez rendre les clés à la CADEMA en disant voilà, Monsieur le Président, on a terminé. En tout cas sur votre tronçon. Alors sur notre tronçon, nous en termes de travaux, donc on est titulaire de deux lots, hein, un lot de VRD et un lot d'ouvrages, puisque j'ai pas poursuivi tout à l'heure, mais il y a également les ouvrages que nous réalisons. Les ouvrages, c'est quoi? C'est essentiellement des franchissements de rivières ou de ravines, hein, oui. Et donc 4 ouvrages principaux, un qui consiste à élargir l'ouvrage qui enjambe la ravine juste après le rond-point du Baobab quand on s'en va sur Msapéré. Une passerelle métallique qui permettra aux piétons et aux vélos de franchir la darse des pêcheurs de Msapéré pour rejoindre la zone de la Déale. Ensuite, il faudra aussi un ouvrage pour faire passer l'autocar, là. Alors,
les bus passeront, on va élargir, on va supprimer les trottoirs qui existent, justement puisque les piétons seront dévoyés sur cette parcelle, et la voie de bus sera créée sur l'ouvrage existant. Ensuite, on passe à Doujani avec un ouvrage qui va se trouver en face de Capitaine Alandor, qui va doubler le pont existant, qui permettra qui est déjà en cours de construction. Exactement. Et un autre, le dernier, je dirais, sur Passamenti au niveau de la Croix-Rouge, sur l'ancienne route. Donc ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les réseaux, mais c'est pareil sur les ouvrages. C'est pas directement lié au passage des bus, puisque les bus ne passeront pas là-bas. Mais le projet englobe de manière plus large une requalification de la zone. Et donc cet ouvrage qui était extrêmement vieux et délabré est reconstruit avec une capacité renforcée. Alors, difficile de vous avoir sur le plateau parce que le temps tourne. Difficile de vous avoir sur le plateau sans parler de la très jolie usine de dessalement de Petite Terre, tout aussi efficace que jolie. Pardonnez ma question triviale, mais comment une grande entreprise comme la vôtre est infichue de faire fonctionner une petite usine de dessalement de rien du tout? Alors je pense que le raccourci est très brutal et partial. Oui, parce qu'on en a marre en fait des coupures d'eau. Alors ça je l'entends, mais bon, je ne sais pas de combien de temps on dispose et ça va être peut-être un peu long de réexpliquer les attributions des uns et des autres. D'une manière générale, la SME, au titre de son contrat d'affermage, n'est pas en charge des investissements. Il se trouve que, et je pense que vous étiez là et moi aussi en 2016, je n'étais pas en charge de ce sujet, mais j'étais quand même sur le territoire, on a tous eu très peur. De manquer d'eau. Tout le monde s'est agité jusqu'au plus haut sommet de l'État et sont venus sur la table un certain nombre d'idées, toutes plus farfelues, je dirais, les unes que les autres. Mais quand je dis ça, je jette la pierre à personne parce que réellement, je pense qu'il y a eu un mouvement de panique et une peur d'être en rupture. Hein. Il faut dire ce qui est. Et voilà, et c'est exactement là où je voulais en venir. Vous avez tout à fait raison. Donc on nous a déjà d'abord dans un premier temps demandé de travailler sur des solutions de transport d'eau brute, donc via des tankers, qui permettraient de décharger cette eau brute, de les envoyer dans la retenue collinaire de Dzoumogné pour ensuite passer dans les usines, être traitées et distribuées à la population. Tout ça a tourné pendant un certain nombre de semaines, mais il y avait une urgence qui était là et compte tenu de la présence de l'usine initiale qui date de 1996, si je ne dis pas de bêtises, de sa capacité limitée, il a été envisagé du coup un agrandissement. Donc tout ça s'est fait dans des conditions d'urgence que tout le monde a acceptées. Hein. Qui étaient réelles, il faut se souvenir de cette voilà, époque, tout à fait. Et donc, quand on traite de l'eau de mer, c'est un peu plus délicat que de traiter de l'eau douce, malgré tout. Et tous les experts, y compris ceux qui ont été amenés à se prononcer sur les difficultés rencontrées, en ont convenu. On ne fait pas une usine de dessalement, une extension d'usine de dessalement sur un prélèvement unique. Or, c'est ce qui s'est passé, compte tenu de l'urgence. On a dit, voilà, l'eau, on va la prendre à tel endroit et elle a telle caractéristique. Et il se trouve que tout a été basé et tout a été dimensionné sur cette vision instantanée des caractéristiques de cette eau brute. Malheureusement, je dirais, le prélèvement qui a été fait était d'extrêmement bonne qualité, sauf que cette eau brute est de qualité extrêmement variable, notamment en saison des alizés, avec la houle et avec le brassage qui est effectué. Bien sûr. Et donc, les dispositifs qui sont installés actuellement fonctionnent, mais avec une eau brute qui est, entre guillemets, claire, ou en tout cas sans matière en suspension, ou ce qu'on appelle la turbidité. Et donc, je vous l'accorde, il y a eu beaucoup de temps d'analyse, de diagnostic, pour aussi avoir une analyse partagée avec l'ensemble des parties prenantes, puisque la SME n'est pas le seul acteur, il y a le syndicat des eaux, bien évidemment, il y a la préfecture, il y a la DEAL, il y a un certain nombre d'acteurs qui donnent leur avis sur la question, et pour conclure, on en est arrivé à ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire que, et contrairement à ce que j'entends, on n'est pas en train de réparer quoi que ce soit, puisque les dispositifs fonctionnent. Par contre, on est en train d'ajouter à ce qui a été fait en 2018, des ouvrages supplémentaires qui vont justement permettre d'améliorer cette qualité d'eau brute et de la lisser, je dirais, quel que soit le mois de l'année, qu'on soit en période où on voit un lagon qui est, voilà, la mer d'huile, qui est plutôt à la période, entre guillemets, favorable pour avoir une qualité d'eau qui soit stable, mais aussi dans la période plus agitée, et notamment la période des alizés, pour avoir justement quelque chose qui fonctionne, puisque aujourd'hui, le matériel fonctionne, simplement il passait plus de temps à l'arrêt qu'en marche, compte tenu de ce que je viens d'évoquer. Et donc la capacité supplémentaire de production qui était envisagée, qui est aujourd'hui recalée autour de 4700 m3 par jour, on n'y est pas encore.
On y sera à la fin de ces travaux d'amélioration qui interviendront en fin d'année 2023. Les travaux? Oui, les travaux et la mise en service qui s'en suivra directement. Pour autant, aujourd'hui, avec les efforts des uns et des autres, la meilleure maîtrise aussi du sujet, on tourne non pas, comme je peux l'entendre, à 1300, 2000. On est aujourd'hui à un niveau de production qui s'établit quasiment autour de 3000 m3 par jour. Ce qu'il faut savoir également, c'est que compte tenu notamment de l'accroissement de la population, mais sûrement pas que, des usages aussi qui évoluent à Mayotte, la demande supplémentaire en eau chaque année est aux alentours de 2000 m3 par jour. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'à la fin de l'année prochaine, oui, on aura 1700, presque 2000 m3 de plus. Ça veut dire qu'on couvrira, entre guillemets, les besoins supplémentaires d'une année, mais que l'année suivante, ça remanquera encore. La problématique revient. Et après, je pourrais vous en parler encore beaucoup plus, mais au-delà de cette quantité et de ce besoin à l'échelle globale du territoire, il y a aussi des problématiques d'équilibre locaux, puisque actuellement, il y a une communication qui n'est pas injuste, enfin qui est correcte sur le fait de dire que les ressources sont correctes actuellement, mais quand on parle des ressources, très souvent, on se focalise sur les retenues collinaires. Il est vrai que les retenues collinaires sont à un niveau au moins équivalent à ce qu'ils étaient l'année dernière, voire même un peu plus sur la partie de Combani. En revanche, l'actualité des quelques coupures qui reviennent vient essentiellement du déficit qui se trouve sur la zone de Mamoudzou. L'usine de Mamoudzou, que tout le monde connaît, qui est en haut de la côte Sogea, est alimentée par des captages en rivière, et notamment par des captages de la rivière Koualé, qui s'assèchent actuellement, ou dont on condamne les captages pour des raisons de pollution. Il y a eu l'alerte de l'ARS avec une suspicion de pollution qui était avérée. Et donc là, j'invite l'ensemble de la population à être extrêmement respectueux de l'environnement pour justement préserver cette ressource et qu'on puisse s'en servir, puisque à cause de ça, on se prive de cette ressource. Et donc ça aggrave finalement la problématique. Merci beaucoup Damien Rich de toutes ces explications. C'est beaucoup plus clair. J'espère que c'est plus clair. On ne trappera plus sur l'usine de dessalement. Mais vous savez, quand... après, effectivement, mais la logique de com de la SMAE, c'est un peu nul, quoi. Envoyer des communiqués... Je regarde les heures. À 9h15 pour couper l'eau à 10h, c'est insupportable en réalité. Alors, autant remettre les tours d'eau. Au moins, on sait c'est tel jour dans telle zone. Alors, ce qui veut pas dire que de temps à autre, il ne peut pas y en avoir un en plus pour les raisons que vous évoquiez, mais mettre les gens devant le fait accompli quand ils ne sont pas chez eux et leur faire comprendre que quand ils vont rentrer le soir alors qu'ils n'ont rien prévu, ils n'auront pas d'eau, franchement, c'est insupportable à vivre. Deux choses par rapport à ça. La première chose, c'est que malheureusement, dès qu'on envoie le communiqué, les tirages explosent et donc précipitent l'heure de coupure qu'on annonce. Et donc régulièrement, les gens disent on nous a annoncé une coupure à 10h, mais à 9h, il y a déjà plus d'eau. Parce que dès qu'on lance l'information, et on le constate, c'est instantané. Les gens, oui, c'est pas une critique, mais c'est un constat. Ce qui fait que communiquer trop tôt précipite la chute de nos réserves. Et le deuxième volet, on a parlé du volet ressources, on a parlé du volet production, mais dans l'ensemble des problématiques que nous sommes amenés à gérer, il y a également la trop faible capacité de nos réservoirs qui ne nous laisse quasiment aucune autonomie, que ce soit dans le cas d'une casse ou d'un accident ou d'une réparation effectuée, ou que ce soit dans le cas que vous évoquez d'une problématique de production. Et donc, en l'absence d'une autonomie suffisante, j'ai vu des écrits qui sont relativement justes, où il faudrait avoir sur une zone de desserte quasiment 24 heures d'autonomie. Quand vous n'en avez que 2 ou que 3, eh ben voilà, on en arrive aux coupures. Écoutez, j'espère que vous reviendrez sur le plateau, parce que sur la question de l'eau, on pourrait encore en parler pendant des heures, mais là, le temps est largement dépassé. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.